Oh, regardez! C'est pas la Fondation Evertea? Ah ça, c'est encore de ce du bocal. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science. Bonjour à toutes et tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de la parenthèse scientifique. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité dans notre région drômoise, puisque nous sommes confrontés depuis plusieurs années à différents types d'intrusions. Certaines de ces espèces invoquent la peur, comme le loup, ce personnage incontournable de la littérature depuis des siècles, qui effraie autant qu'il fascine et dont son retour sur notre territoire fait souvent polémique. Quand il s'agit des moustiques tigres, nous avons tous le même regard, l'agacement face à sa prolifération les soirs d'été, mais aussi l'angoisse d'une potentielle propagation de maladies qui plane sur nous avec son arrivée. Vous l'avez certainement compris, nous allons parler ensemble aujourd'hui d'espèces envahissantes, et plus spécifiquement d'espèces animales, bien que certains végétaux posent également des problèmes dans leur écosystème. Et pour nous en parler, nous avons la chance de recevoir Farid Benamou, qui est docteur de géographie de l'environnement. Il est chercheur associé au laboratoire Ruralité à Poitiers et travaille sur les questions de conflits environnementaux, notamment ceux impliquant la faune sauvage. Il est également co-auteur d'un livre sorti en août 2024 qui s'intitule Géographie des animaux aux éditions Armand Collin, coécrit donc par Farid Benamou, Philippe Sierra, May Gérardo et Guillaume Marchand. Bonjour Monsieur Benamou, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Et avec moi également aujourd'hui, autour de la table, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Julien. Bonjour tout le monde. Marie-Cécile. Bonjour tout le monde. Et Louise. Bonjour à tous. Et sans oublier Sylvie qui nous accompagne à la technique aujourd'hui. C'est parti donc pour la parenthèse scientifique. Est-ce bien raisonnable de crier au loup ? Coup de cœur, coup de gueule. Oui, et donc aujourd'hui, moi je voudrais pousser un coup de gueule médiatique. Donc en cette période où l'importance des enjeux environnementaux ne se dément pas, un groupement d'associations soutenu par des partenaires institutionnels a créé un observatoire pour surveiller les médias. Ce groupement publie les premiers résultats de l'Observatoire des médias sur l'écologie. Il s'agissait de quantifier et qualifier la manière dont un panel de médias traite les enjeux environnementaux. Donc dans cette étude, en l'occurrence, on parlait de 11 chaînes télé et de 8 radios généralistes. Alors pour faire court, et pour mon point de vue en tout cas, il ressort deux informations importantes. La première, donc entre juillet 2023, où je le rappelle, été caniculaire, et juillet 2024, le temps d'antenne des sujets d'enjeux écologiques a diminué de 30%, ce qui est déjà énorme. Et du coup, ces derniers, les enjeux écologiques, représentent seulement 3,7% du temps d'antenne dans les programmes d'information de l'audiovisuel français, en tout cas du panel qui a été testé. Deuxième point, l'étude montre également que les sujets les plus mis en avant, ce sont ceux sur le dérèglement climatique. La canicule en 2023, plus récemment les inondations en Espagne. Toutes ces catastrophes, ça fait le buzz avec leur lot de malheurs. Mais les questions comme la baisse de la biodiversité et ses conséquences sur notre santé, ou la crise des ressources, qui sont des sujets de fond à suivre sur le long terme, sont sous-représentés. Or, quand on connaît l'importance et le pouvoir des médias pour amener les gens à s'intéresser à un sujet, le comprendre et donc les amener à agir, on se dit qu'il reste pas mal de boulot du côté des médias. Vous reprendrez bien un peu de science ? Et donc nous sommes de retour avec Farid Benamou. Merci encore d'être avec nous. On va commencer cette interview tout de suite par un petit micro-trottoir. Est-ce que vous connaissez une espèce animale qui est dite envahissante ? Le chat par exemple. On parle des rats aussi. Le moustique. Surtout celles qui sont importées. Il y a déjà les grenouilles, les crapauds, les choses comme ça. Peut-être les reptiles aussi, je suis pas sûr. Les rats, les couleuvres. Le rat. Les insectes, ça compte. Travailler sur les plantes envahissantes, mais les insectes... Les moustiques, si, moustiques. À votre avis, en quoi pose-t-elle problème ? C'est des problèmes sanitaires essentiellement pour les rats. Ça peut véhiculer des maladies. Danger pour les autres espèces. Elles nous amènent des maladies. Ils empêchent un peu le développement des autres espèces animales ou végétales. Les maladies... Ça détruit les autres espèces qui leur ressemblent ou qui ne leur ressemblent pas d'ailleurs. Et voilà.
Et donc, pour commencer, on aimerait vous poser un petit peu une question sur votre métier. Vous êtes géographe de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Eh bien, mon travail a plusieurs facettes, hein, puisque moi je suis enseignant et en même temps chercheur. Et en même temps, on va dire, chercheur citoyen. C'est-à-dire que moi, je m'intéresse à toutes les questions à l'interface entre les sociétés et l'environnement. Comme vous l'avez signalé avec la sortie de mon récent ouvrage, La géographie des animaux, c'est vrai que moi, je me suis beaucoup intéressé aux animaux et notamment aux grands prédateurs, aux grands carnivores, et puis aussi à d'autres espèces. On aura sûrement l'occasion d'en parler, dont des espèces exotiques. Et donc j'ai fait des travaux de recherche, de terrain, avec à la fois des déplacements sur le terrain et en même temps des enquêtes aussi avec les acteurs concernés, puisqu'en géographie, on est à l'interface entre les sciences humaines et sociales et les sciences naturelles. Et puis j'ai aussi dans mes missions des missions justement de diffusion d'enseignement, vu que j'enseigne exclusivement en classe préparatoire, littéraire et en même temps agronomie et vétérinaire. Et puis j'ai aussi dans une diffusion d'informations, comme je suis en train de le faire actuellement, dans différents médias, si possible de qualité comme le vôtre, mais également des journaux, où je peux même moi-même écrire parfois des articles, où je peux répondre à des interviews. D'accord, un Voilà en spectre quoi, assez dans les large, grandes quoi. lignes. Voilà, oui, tout à fait. Et du coup, pour revenir aux espèces envahissantes, donc dans le micro-trottoir, on parle d'espèces envahissantes, mais on parle des fois aussi d'espèces invasives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre ces termes? Et Ouais. est-ce que ces espèces sont toujours exotiques? Alors, votre micro-trottoir est très, très, très intéressant. Alors déjà, espèces invasives, espèces envahissantes, pour faire vite, c'est quasiment synonyme. Ok. Mais dans la législation, on va dire récente, notamment au niveau européen, on a préféré, dans la traduction française, employer le terme d'envahissante. Alors, pour une catégorie bien particulière qui est espèces exotiques envahissantes, les EEEE, qui reprend justement le sens d'espèces, le terme d'espèce invasive, qui d'une part était une forme d'anglicisme. Il y avait de l'anglicisme, et puis il y a le côté invasif, il y avait d'emblée une dimension péjorative. Et en fait, c'est là quand vient le côté exotique, parce que et votre micro-trottoir, il est très intéressant parce qu'en fait, même si on peut cacher ça sous des dehors scientifiques, il y a toujours de la subjectivité. Il y a toujours de la subjectivité dans ces notions-là. Parce que d'ailleurs, la terminologie, c'est espèce exotique ou envahissante. Parce qu'on peut très bien avoir une espèce qui peut être exotique sans être envahissante, et une espèce qui peut être envahissante sans être exotique, puisque c'est une question de point de vue. Par exemple, vous avez évoqué le loup. Du point de vue du pastoralisme et de l'élevage de plein air, le loup peut tout à fait être considéré comme une espèce envahissante, dans la mesure où elle a été absente, elle a été éradiquée, et puis les dynamiques naturelles et les statuts de protection ont fait que cette espèce est réapparue. Et du point de vue de l'élevage, ça peut tout à fait être considéré comme une espèce envahissante. On peut vous citer le cas du sanglier, par exemple. Tout est une question de point de vue, la question du rat également. Alors, même si le rat a des origines, on va dire, exotiques, mais j'avais envie de dire presque qui n'en a pas, puisque nous-mêmes, autour de ce micro, nous avons tous des origines exotiques, dans la mesure où l'Homo sapiens est originaire d'Afrique, à plus ou moins longue échéance. Et donc voilà. Et très souvent, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de subjectivité. Dès qu'on va associer dès qu'on va évoquer le terme d'exotique, on va tout de suite vouloir mettre envahissant, sans avoir en tête que la plupart des plantes qui nous suivent, nous les humains, pour notre alimentation, les animaux qui nous ont suivis pour notre alimentation ou notre agrément. Tout à l'heure, dans le micro-trottoir, il y avait le chat qui était évoqué, c'est tout à fait vrai. Le chat est originaire d'Afrique, comme nous autres, et comme la plupart des plantes qui nous nourrissent. Et puis il y en a même certaines, on a totalement oublié qu'elles étaient exotiques parce que on les accepte. Par exemple, le coquelicot, qui est le symbole de la lutte
contre les pesticides, que vous connaissez bien, le coquelicot. Le coquelicot est originaire, le coquelicot, le bleuet, ce sont des plantes messicoles, c'est-à-dire qui sont arrivées avec l'agriculture en Europe, donc il y a à peu près 5-6 000 ans. Donc voilà un exemple d'espèce exotique, et personne ne songerait à la juger envahissante. Mais du coup, concrètement, comment est-ce qu'on définit une espèce envahissante? On le décide comme ça? Il y a quand même un cadre réglementaire? Alors justement, oui, en effet, il y a un cadre réglementaire, il y a un cadre européen, notamment toute une législation qu'on appelle DESI, qui est régulièrement réactualisée et retranscrite dans la réglementation nationale, et en fait va être jugée une espèce donc exotique et envahissante quand son arrivée sera donc postérieure à une certaine date. Alors c'est variable, en général ça peut être le XVIe siècle, comme ça peut être plus ancien, ou plus récent, et quand cette espèce va alors causer un préjudice aux activités humaines et éventuellement aussi à la biodiversité. Mais en fait, on se rend compte que les espèces qui vont davantage marquer, on va dire, les autorités et aussi l'opinion, et aussi certains scientifiques, ça va être les espèces qui vont surtout impacter soit les activités humaines, soit les humains en direct. C'est pour ça qu'on parle beaucoup, par exemple, du frelon asiatique, qu'on devrait plutôt appeler frelon à pattes jaunes, ou le moustique tigre qui a été évoqué dans l'ouverture, parce que le moustique tigre, il pique nous directement. Mais en fait, ça fait des millénaires et des millénaires et des millénaires en fait que des espèces exotiques nous suivent, et pour la très très grande majorité d'entre elles, alors quand elles arrivent dans des milieux insulaires, des petites îles, notamment des îles du Pacifique ou de l'océan Indien, là en effet elles peuvent totalement déstabiliser des écosystèmes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les écosystèmes continentaux comme les autres, périodiquement l'évolution a toujours été marquée par des arrivées de nouvelles espèces qui finissent par s'intégrer, qui peuvent en effet changer localement la donne, avoir parfois des impacts qui ponctuellement peuvent être déstabilisants, mais le milieu finit toujours par réagir quand quand on le laisse réagir, et quand il n'est pas au préalable déstabilisé par la plus grande espèce exotique envahissante, je le rappelle, qui est donc Homo sapiens. Oui, donc du coup, ça revient un peu à ce que vous disiez, mais du coup, tout cela, c'est un peu lié à notre anthropocentrisme et du coup au placement de l'espèce humaine par rapport à notre écosystème. Et oui, là vous avez tout à fait raison. Et là où je pense qu'il faut être vigilant, c'est que très souvent, on va chercher une argumentation scientifique, et en effet, on peut trouver un certain nombre d'argumentations, mais comme le dit mon collègue et ami entomologiste naturaliste François Lasserre, dans ces espèces-là, en fait, on va systématiquement pointer des effets négatifs qui peuvent être réels, mais on ne voit pas, par exemple, le fait qu'ils peuvent aussi représenter un certain nombre de bénéfices, soit égoïstement pour nous autres humains, ou même pour le bénéfice. Je peux vous donner des exemples. Par exemple, les écrevisses. On parle beaucoup des écrevisses, notamment des écrevisses de Louisiane, qui en effet sont accusées de perturber les écosystèmes aquatiques. Mais en fait, les écrevisses de Louisiane, en fait, vous avez tout l'écosystème qui s'en nourrit. C'est-à-dire que quand vous avez des loutres dans le secteur, les loutres, elles mangent des écrevisses de Louisiane. J'ai même vu des renards manger des écrevisses de Louisiane. Vous avez des gros poissons qui arrivent à manger ces écrevisses. Donc, en fait, ces espèces finissent par se naturaliser. Alors, ça ne veut pas dire, comme je l'ai dit, qu'elles ne peuvent pas non plus apporter des modifications, mais en fait, comme je le disais, plus le milieu il va être déjà déstabilisé, il va être simplifié, notamment par les interventions humaines, plus en fait ce qui va faire que ces espèces vont être entre guillemets efficaces, c'est qu'elles sont plastiques et opportunistes. Et en fait, le fait d'être plastique et opportuniste, c'est pas uniquement le fait d'espèces exotiques. On peut avoir des espèces, on va dire,
qui sont autochtones et puis qui peuvent se mettre à proliférer. Je vous donne un exemple. Vous connaissez par exemple les algues vertes, le phénomène des marées vertes en Bretagne. Vous savez, ces grosses espèces de salades qui ne sont pas des salades, qui se mettent à proliférer. En fait, Ulva, c'est une espèce autochtone. Hein. C'est vraiment c'est une espèce qui est autochtone. C'est juste que à cause de l'agro-industrie et des pollutions azotées et phosphatées du modèle agricole breton, eh bien, vous avez des nutriments qui arrivent sur la côte et au printemps, quand il y a un petit peu de chaleur, dans la lame d'eau qui est peu profonde, eh bien, le milieu en profite. Et l'espèce en profite. Et là où vous avez raison quand vous parlez d'anthropocentrisme, et c'est là où moi je trouve que c'est un petit peu triste, c'est que vous avez des environnementalistes et qui, si vous voulez, parfois développent des pratiques et des thèses comme si ces espèces exotiques étaient vraiment le mal absolu et qu'il fallait les éradiquer absolument par tous les moyens. Et on voit parfois, y compris dans des réserves, des miradors qui sont mis en place et qui sont même soutenus par des protecteurs de l'environnement pour aller éliminer des espèces. Moi je me suis beaucoup intéressé à l'ibis sacré, qui est un oiseau originaire donc Moyen-Orient, Afrique du Nord, qui s'est retrouvé de manière fortuite en Bretagne et dans l'ouest de la France. Quelques scientifiques l'ont vraiment pris en grippe, quelques ornithologues l'ont vraiment pris en grippe, alors que d'autres trouvaient que c'était un oiseau qui, sur le plan esthétique et puis sur le plan de ce qu'il pouvait représenter une espèce supplémentaire, était peut-être quelque chose à voir de manière, pourquoi pas, intéressante. Et en fait, le rapport qui a été fait contre cette espèce-là était un rapport à charge, fondé sur des anecdotes, comme quoi il serait prédateur de petits, de sternes, de certains échassiers, sans voir, une fois qu'on avait fait son étude alimentaire de manière scientifique qui a été faite par le biologiste Loïc Mariou, si on se fonde sur des connaissances scientifiques, eh ben, en étudiant son régime alimentaire, on a remarqué que la prédation de poussins, d'autres espèces, on va dire locales, elle était totalement anecdotique, qu'il se nourrissait beaucoup d'écrevisses de Louisiane. Tiens donc, on la retrouve celle-là. Donc voilà, une espèce exotique qui se nourrit d'une autre, mais c'était à un moment, c'était quasiment la majorité de son alimentation. Et puis ce qu'on avait remarqué, c'est qu'il y avait d'autres espèces qui profitaient de sa présence, notamment une espèce qui était dite patrimoniale, la spatule blanche, qui est une espèce qui était menacée, qui était très rassurée, c'est une espèce sociale qui aime bien les mélanges d'espèces et qui était très rassurée par la présence de cet ibis-là. Et alors, ce qui est aussi cocasse à remarquer, dans ces mêmes milieux, on a vu le retour plus ou moins aidé de la grande aigrette, de l'aigrette garzette, du héron garde-bœuf sur le même pas de temps, dont certains qui ont aussi pu être lâchés, sans que ça suscite une telle haine et une telle politique d'éradication. Et il s'agit de voir pourquoi on soutient celle-là, pourquoi on critique celle-là et pas d'autres. En ce moment, il y a deux espèces d'ibis qui sont en train de revenir en Espagne et dans le sud de la France. Il y a l'ibis chauve et l'ibis falcinelle. Et là, au contraire, on s'en réjouit, alors que ce sont des ibis aussi, voire on les soutient et on les réintroduit. Pourquoi dans un cas on agit comme ça et pourquoi dans l'autre on décide parce qu'on va retenir uniquement son origine africaine, parce que c'est ça en fait, on dit oui, c'est une espèce qui est africaine, ce qui est en plus contestable dans la mesure où elle fait partie sur le plan biogéographique de la zone paléarctique ouest, et dans le paléarctique ouest on trouve le Maghreb, le Moyen-Orient, l'Europe. Est-ce que finalement cette crainte, c'est pas aussi lié au fait que des fois il y a des espèces qu'on a introduites et qui finalement on a complètement perdu le contrôle dessus, donc je pense qu'il y a sûrement aussi une crainte de plus que du fait que ça vient d'Afrique, qu'on ne sait pas comment le milieu va réagir, comment cette espèce va s'adapter, ce qu'elle va détruire dans le milieu. Plus que bien vraiment sûr, cette on a des exemples. de ça vient d'Afrique. Là, en l'occurrence, pour le cas de l'ibis sacré, quand on voit les études de régime alimentaire, quand on voit les études aussi parce que aussi ce qui était dit, c'était, si vous voulez, c'était du propos à l'emporte-pièce. On disait, on a vu des ibis sacrés sur des décharges, donc ils véhiculent des maladies. Or, tous les autopsies d'ibis sacrés retrouvés morts montraient qu'ils étaient très sains, il y avait aucune maladie. Mais justement, on retrouve justement la peur de l'étranger
qui sent mauvais, de l'étranger, qui véhicule des maladies. Je pense que c'est aller un peu loin Enfin, je sais pas, ça me paraît un peu... Ça veut dire surtout qu'il faut prendre le temps d'étudier ces nouvelles espèces, de se donner le temps de choisir et pas d'avoir quelque chose d'arbitraire. Mais... Ouais. Bah oui. Alors après, il y a vraiment des espèces qui ont posé des problèmes colossaux. Il y a le cas bien sûr des lapins en Australie. Mais les lapins sont arrivés par les humains. Il y a le cas aussi des bovins, des bovins et des animaux domestiques en Australie, pareil. L'Australie, si vous voulez, en plus, c'est le cas archétypal parce que on est entre l'île et le continent. Mais pour vous reprendre le cas de l'Australie et pour vous montrer un petit peu le côté, on a besoin de boucs émissaires. En 2019, il y a eu des incendies dramatiques. Vous en avez entendu parler. On estime qu'il y a eu à peu près 1 milliard de faunes sauvages qui ont été éliminés. Première mesure qui a été prise, ça a été d'éliminer 1 million de dromadaires. Parce qu'en fait, les dromadaires sont arrivés au 19e siècle, ils ont aidé les humains à coloniser toute la zone. On était bien content de les trouver, ces dromadaires, quand il s'agissait de coloniser l'île australienne. Et puis, beaucoup d'animaux sont retournés à la vie sauvage et vu que ce sont des animaux adaptés au désert, ils se sont multipliés. Et donc, quand il y a eu ces inondations, enfin pas ces inondations, excusez-moi, cette sécheresse, on a accusé le dromadaire de consommer toute l'eau. Et alors qu'en fait, une des raisons pour lesquelles il y avait cette sécheresse, il y avait bien sûr le changement climatique, mais pas seulement, c'est l'agro-industrie australienne qui a mis en place un système d'accaparement de l'eau, qui réservait cette eau à une agriculture extrêmement gourmande, d'ailleurs au détriment des plus petits agriculteurs et éleveurs australiens. Et si vous voulez, ça empêchait de se poser les bonnes questions. Mais dès qu'on a une espèce qu'on va juger entre guillemets exotique, alors là, pour elle, trouver on un peut peu tout faire. tous les mots, quoi. Et exactement, on va y trouver tous les mots. J'enchaîne du coup sur une autre question qui est quand même importante. Vous en avez parlé très rapidement. C'est à propos du changement climatique. Donc vous en parlez dans votre livre de la géographie des animaux. Est-ce que ce changement climatique il joue un rôle là-dedans? Est-ce qu'on va avoir par exemple plus d'espèces exotiques prochainement qui peuvent potentiellement arriver chez nous? On pense par exemple au moustique tigre, mais Oui, mais en fait, le moustique tigre, comment il est arrivé? C'est pas le changement climatique qui l'a emmené, le moustique tigre. Le moustique tigre, il est arrivé dans des pneus. Donc il est arrivé dans des pneus. Est-ce qu'il pourrait y avoir plus de déplacements, on va dire volontaires, quoi, justement? Alors justement, je vais vous en parler de ça parce que en effet, il y a un peu de ça. Mais le facteur premier, justement, qui met en contact des espèces exotiques dans des milieux, on va dire, qui leur sont étrangers, c'est le facteur humain. C'est la mondialisation. Oui, mais du coup, avec le changement climatique, ils seront peut-être plus à même aussi de s'adapter, de survivre. Alors là, du coup, en effet, c'est-à-dire qu'il y a le déplacement, mais qui est d'abord un déplacement, et c'est important de le dire, lié à un déplacement humain dans les circuits de la mondialisation. Et en effet, localement, le changement climatique est le facteur qui peut être déterminant. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'écrasante majorité des espèces exotiques qui arrivent ne survivent pas. La très grande majorité, quand ils sont dans des milieux qui ne sont pas les leurs, l'écrasante majorité ne survit pas. Il y en a une minorité qui va réussir à s'adapter. Et dans cette minorité, il y a une très grande majorité qui va réussir à s'adapter sans que ça cause de préjudice ni aux activités humaines, ni au milieu. Et puis, en effet, il y a certaines espèces qu'on va remarquer, soit parce qu'elles causent de gros préjudices aux humains, ou soit parce qu'en effet, elles peuvent aussi avoir un effet sur l'écosystème. Et souvent, c'est les deux. En revanche, on peut en effet avoir des espèces qui peuvent arriver, qui peuvent changer leur aire de répartition avec le changement climatique. Et ça, on le voit bien notamment dans les zones subarctiques, par exemple. Je peux vous donner deux exemples. Le grand cormoran, le grand cormoran qu'on trouve ici dans le climat, qui avait beaucoup régressé et puis qui a beaucoup recolonisé ces 30 dernières années toute l'Europe de l'Ouest et là maintenant est en train d'arriver dans des zones nordiques et notamment arriver dans des zones comme le Groenland par exemple où l'espèce n'était pas présente. C'est une espèce qui est extrêmement efficace et qui se développe beaucoup et qui elle profite du changement climatique alors qu'il y a une espèce locale qui s'appelle qui est
une espèce de petit pingouin qui est le mergule nain, qui est un oiseau localement qui a une pêche moins efficace et qui, elle, est davantage sensible à l'écosystème, c'est-à-dire qu'elle est liée à des poissons qui se nourrissent de zooplancton, donc il y a un équilibre écologique plus délicat. Ça ne veut pas dire que le grand cormoran va nuire au mergule nain, mais ça veut dire que le grand cormoran, lui, peut continuer à s'étendre alors que le mergule nain risque de se réduire. On a vu aussi le cas du renard. Hein, on est dans les zones arctiques, vous avez le renard polaire et vous avez le renard qu'on connaît, le renard roux, qui est plus grand, plus lourd, qui lui est en train d'aller beaucoup plus au nord et qui peut être amené à occuper les terriers de ces espèces-là. Alors, et à les supplanter. Alors maintenant, reste à voir voilà, comment va se redéfinir les équilibres. Localement, on a pu constater des effets, mais ça, c'est des choses à observer sur le moyen et long terme. Ok. Eh ben merci, on va faire une petite pause musicale avec une chanson que vous avez choisie. Donc c'est Marvin Gaye, Merci, Me, pardon. Donc on l'écoute tout de suite. Whoa, oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be now. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and south and east. Whoa, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be now. Oil wasted on the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be now. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are dying. Oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be. What about this overcrowded land? How much more will you from man? Can't you stand that? Allô ? Oui. Ah, on croyait que vous avez perdu. J'écoutais la musique. Donc, merci pour ce choix. Est-ce que, en un mot, il y a une raison à ce choix particulier ? Ah bah, c'est du bon son, non ? Vous ne trouvez pas ? D'accord, oui. Non, c'est Marvin Gaye. Bah, écoutez, je trouvais cette chanson intéressante parce que on est dans les années 70, je crois, quand ce morceau a été créé. Et c'est clairement un morceau à portée environnementale et écologique. Tout ça pour dire que
tous les questionnements qu'on se pose maintenant. Et puis je rebondis sur le coup de gueule là, de votre collègue là, sur les 3-4% d'observateurs environnement. Bah, ça fait 60 ans que les constats sont faits, quoi. Donc ça fait 60 ans. Alors c'est vrai que en ce moment on met le focus sur le changement climatique, beaucoup. Bon, on me dirait c'est déjà ça, mais s'il y avait que ça, on voit les questions d'érosion de la biodiversité, destruction des milieux, changement de l'usage des sols, modification du cycle de l'eau et de l'azote. Voilà, c'est un mix de toutes ces choses-là, en effet, et c'est pour ça que je trouvais cette chanson tout à fait pertinente. Tout à fait. Si on aborde un peu le côté perception, et on s'en est rendu compte un peu avec le micro-trottoir qui était assez intéressant, est-ce qu'on a justement un biais de perception vis-à-vis de certaines espèces? Là, on avait beaucoup le rat, le moustique, les reptiles aussi. On sait qu'il y a la grenouille, il y a certaines espèces de tortues. Pourquoi il y a un peu ce biais de perception? Je pense, alors il y a des facteurs culturels qui sont à prendre en compte. Vous voyez, par exemple, vous entendez tout à l'heure dans votre micro-trottoir sur le rat, et en disant, voilà, ça diffuse des maladies, etc. Alors, et ça, c'est lié, je pense, à notre mémoire historique de la peste, si vous voulez. Et en plus, c'est même pas les mêmes rats, puisqu'en fait, le rat qui diffusait la peste, c'était le rat noir, qui en effet était aussi originaire d'Asie, mais ce rat noir, en fait, est en régression maintenant. Et il a été supplanté par un autre rat, les rats qu'on voit dans les égouts ou même à l'extérieur, souvent, parce que c'est une espèce qui est très ubiquite, très adaptable, c'est le rat surmulot. C'est ce rat surmulot, et lui, à l'heure actuelle, il diffuse pas de maladie. Alors, je sais qu'il y a une maladie qu'on trouve dans l'urine des rongeurs, mais on trouve aussi chez la souris, etc. C'est très anecdotique. Donc, on est vraiment dans les perceptions. Et pour vous donner même l'élément de perception, tout à l'heure, justement, je disais que parfois, en grattant bien, on a en fait une peur de l'étranger qui est derrière ça. Moi, dans les années 2000, j'étudiais la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées. Et en fait, il est vrai que la souche qui a été choisie, c'est la même espèce, mais c'est l'ours slovène, mais c'est l'ours brun. Et j'ai étudié la propagande, si vous voulez, des opposants à l'ours, et en fait, ils en venaient à idéaliser la souche pyrénéenne, parler de la dernière femelle, cannelle, plus petite, robe plus claire, exclusivement végétarienne, par opposition à Néré, qui lui venait d'arriver, qui était d'origine slovène. Alors je vous dis quasiment texto, plus grand, plus gros, plus sombre, exclusivement carnivore. Vous voyez. Et ce qui est faux en plus. Enfin, les ours sont les deux omnivores, c'est-à-dire à 80%, ils peuvent manger à la fois des végétaux, et puis ils ont 20-30% en fonction des contextes d'aliments carnés, quoi. Donc vous voyez comment les perceptions, les représentations sont à prendre en compte aussi. Et du coup, cette perception négative, est-elle figée, ou est-ce qu'avec le temps, ces espèces peuvent finir par être acceptées par nous humains et par leur écosystème et trouver leur place justement? Oui. En fait, rien n'est figé. Au Moyen-Âge, on pourchassait les chats, autre espèce qui nous a suivis, et puis le chat maintenant, il y a des gens disent qu'ils vivent chez leur chat. Vous connaissez cette on en a autour de la table. Voilà, exactement. Donc on a ça, mais cela dit, vous avez certains naturalistes qui vous disent attention avec votre chat là qui nous bouffe les oiseaux, les lézards, les petits, les musaraignes, etc. Donc aussi, et c'est toujours partout. C'est comme avec le loup, par exemple. Le loup, en effet, on a un bel exemple de changement de représentation vu de loin, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que c'était l'espèce unanimement nuisible. Les services de l'État ont très tôt mis des primes pour l'éradication, d'ailleurs tellement efficaces qu'on a réussi à l'éradiquer en France dans les années 40. Et puis, à partir des années 70, avec la mouvance écologiste, changement d'image, amélioration de l'image, changement de statut d'espèce protégée dans différents pays, puis au niveau européen au début des années 90. Mais c'est pas parce que l'espèce, on va la retrouver dans les romans, dans les livres pour enfants,
au niveau de sa législation, elle est protégée, même si en ce moment il y a une remise en cause au niveau européen, mais ça, c'est un autre débat. Ça n'empêche pas que pour certains, elle reste encore une espèce nuisible. C'est-à-dire qu'on a, si vous voulez, les points de vue généraux, puis après, on a en fonction des catégories. Voilà, des intérêts des uns et des autres. Et puis voilà, on est un collectif avec chacun nos cultures, nos perceptions en fonction des milieux et de nos activités. Vous voyez, pour les apiculteurs, le frelon asiatique, le frelon à pattes jaunes, c'est vraiment une plaie. Pour en tout cas les syndicats nationaux, pour pas tous, certains disent bah voilà, c'est un des éléments qui nous tombe dessus, mais beaucoup vous disent mais en fait nous, notre gros problème c'est surtout l'usage massif des pesticides, et qu'une ruche en très bonne santé, elle fera toujours mieux face à des frelons à pattes jaunes, frelons dits asiatiques, qu'une espèce, qu'une ruche qui est affaiblie, en sachant que on a passé notre temps ces dernières décennies à affaiblir les ruches pour les rendre plus dociles, plus productives. Et en même temps, ça les a aussi rendus plus sensibles. Des problématiques déjà auxquelles ils ont à faire face. Exactement. Et du coup, alors, ces espèces envahissantes, est-ce qu'elles peuvent aussi apporter des changements positifs en nous poussant, par exemple, à chercher des solutions, à réfléchir à notre gestion de l'écosystème ? Oui. Alors, vous pouvez même avoir des espèces. Alors déjà, vous pouvez avoir des espèces exotiques qui vont se mettre à constituer une nourriture pour d'autres. On a le cas, un naturaliste avec qui j'étais en train d'échanger me disait, alors je sais plus, c'était dans une grande zone humide qui était une réserve naturelle, où en fait ils avaient fait une corrélation entre la présence des ragondins et des petits ragondins et l'expansion du busard des roseaux. Ils avaient remarqué que le busard des roseaux chassait, alors les jeunes ragondins, pas les vieux, parce que c'est gros, un ragondin quand même. Oui, non, ils chassaient les jeunes ragondins qui rentraient pleinement dans leur régime alimentaire, les renards du coin aussi. Donc vous avez comme ça, en fait, elles se mettent à rentrer dans l'écosystème. Alors elles peuvent être parfois elles-mêmes prédatrices, en effet, mais elles sont potentiellement aussi des proies. Et donc en étant des proies, elles peuvent représenter un intérêt. Il y a un documentaire sur Arte là, qui est passé justement en lien avec l'arrivée c'était un crustacé, j'ai plus l'espèce précise, d'un crustacé sur les rivages de la mer du Nord, et où en fait tout l'écosystème, alors elle avait en effet modifié un certain nombre de choses, mais il y avait toute une série, tout un cortège d'espèces qui étaient venus pour s'en nourrir. Alors ce qui est très drôle, c'est que vous voyez là, je viens de prendre l'exemple d'une huître, mais en fait, est-ce que les gens là, ça va être dans les périodes des fêtes là, mais est-ce que les gens savent que la plupart des huîtres qu'ils mangent, elles sont japonaises en fait? C'est-à-dire que les huîtres, là, les huîtres Marenolero, les huîtres Bretagne, etc., on va vous sortir le côté, les huîtres, c'est des huîtres japonaises, en fait. Ouais, c'est vrai que ça paraît toujours local, mais c'est des perceptions. Exactement. Et une autre huître qui est beaucoup utilisée, qui a subi. Pourquoi on a pris l'huître japonaise? C'est parce qu'elle supplantait une huître qui était l'huître dite portugaise, qui en fait est elle-même originaire d'Asie, qui a été supplantée par des maladies, et puis qui elle-même a supplanté les huîtres locales, notamment l'huître atlantique, une huître plate, je crois, qui elle était l'huître autochtone, si vous voulez, qui a été décimée par la surpêche et par des maladies à partir du moment où on a fait des élevages trop concentrés. Vous voyez ? Donc oui, ça pose un peu cette question de notre adaptation à nous en tant qu'humains dans tout ça, et aussi du coup ces changements là, vous avez expliqué, donné des exemples sur des adaptations, on va dire entre espèces, mais du coup nous en tant qu'humains, comment on s'adapte, ou est-ce qu'on y arrive? Oui, alors souvent ça nous questionne nous en tant qu'humains. Si je considère là à l'heure actuelle le loup comme une espèce envahissante, par exemple, eh bien le loup, partout où il est en train de faire son retour, questionne nos pratiques et questionne notre rapport à l'agriculture et à l'élevage et au modèle que l'on souhaite, puisque pour pouvoir mettre en place une coexistence, une cohabitation durable avec cette espèce-là, eh bien en fait déjà il faut réintroduire des humains. Déjà, il faut arrêter avec une agriculture qui est déshumanisante, c'est-à-dire qui aliène les paysans, les producteurs,
et puis aussi qui leur fait faire une charge de travail sur un très faible nombre de personnes. Parfois, vous avez une seule personne dans la ferme. Donc déjà, ça invite au fait que plus on va avoir cette présence humaine, plus on pourra accepter cette présence. Et en plus, l'activité va elle-même être améliorée, puisque si je prends le cas de l'élevage, par exemple, plus vous mettez de bergers ou d'aides bergers, plus le soin apporté aux bêtes va être, aux animaux domestiques, va être de qualité. Et puis, ça oblige aussi à repenser notre modèle agricole, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit toujours continuer avec des monocultures, des mono-élevages, monospécifiques qui subissent les mêmes maladies, on utilise les mêmes produits phytopharmaceutiques ou phytosanitaires, plutôt que d'essayer de redimensionner les productions, faire des productions non seulement à taille humaine, mais également diversifiées, en apportant de la diversification qui va apporter de la biodiversité sauvage et domestique, et en même temps en faisant des alliances, et notamment parmi les alliances possibles pour la coexistence et la cohabitation avec le loup, c'est des alliances avec les chiens de protection, qui par eux-mêmes peuvent en effet poser des problèmes pour le voisinage, même pour la faune sauvage, c'est très clair, mais quand ils sont bien placés, et si on fait les choses de la manière la plus rigoureuse possible, on peut limiter cela. Ça peut être aussi des alliances avec d'autres espèces, les ânes par exemple, qui peuvent aussi apporter un appoint de présence et d'alerte. C'est aussi une alliance aussi avec les animaux qu'on élève, c'est-à-dire choisir des races et des variétés plus rustiques, plus adaptées. En fait, ces interactions avec ce sauvage, entre guillemets, qui peut nous déranger, avec ces espèces que l'on juge envahissantes, et ça nous oblige à nous questionner nous-mêmes et à questionner notre propre place, où quand même vous noterez que l'espèce humaine a quand même fait preuve d'un certain manque de modestie dans son implantation et dans son empreinte dans le milieu et dans l'environnement. Eh bien, écoutez, on arrive en tout cas à la fin de cette interview. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Passionnant. Et puis, à très bientôt. Au plaisir. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et donc, on continue cette émission avec une petite pause musicale. Ce sera les Pow-Wow avec Le lion est mort ce soir. Way up, 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 way up. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Et les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir.
Et donc, on passe tout de suite au projet de la Fondation cette semaine qui nous seront présentés par Louise, qui va nous parler du projet RT2E 2019, Milk and Pop. Les projets de la Fondation. La Fondation finance tous les ans des projets de recherche dans le domaine de la santé et de l'environnement, en réponse à un appel à projets qu'on construit tous les ans avec notre conseil scientifique. Aujourd'hui, on va vous parler d'un projet de santé humaine financé entre 2020 et 2022 sur les effets de polluants sur le lait maternel et le nouveau-né. C'est le projet Milk and Pop. Mais tout d'abord, un peu de contexte. Les polluants dont on parle ici sont des polluants organiques persistants que l'on appelle POP. Ce sont des substances persistantes bioaccumulables, toxiques et mobiles, comme la dioxine ou certains pesticides par exemple. Revenons au projet Milk and Pop. De nombreuses études ont associé une exposition au POP à la prématurité, des allergies ou encore des pathologies associées à une dysbiose intestinale. L'objectif des chercheurs dans ce projet était d'analyser l'impact d'une exposition au POP pendant la grossesse sur la composition du lait maternel au cours du mois qui suit l'accouchement, mais aussi l'effet sur le nouveau-né, que ce soit sur l'établissement de son microbiote au cours du premier mois de sa vie, ou encore sa croissance et sa santé au cours des 2 premières années de sa vie. Pour cela, 80 couples mère-enfant vivant en Picardie ont été inclus dans l'étude. Des échantillons de lait maternel et de sel de bébé ont été recueillis. Les résultats ont montré qu'il y avait des POP chez 34% des nouveau-nés. Les POP les plus retrouvés sont des carbamates et des organochlorés, c'est-à-dire des pesticides. L'établissement du microbiote intestinal du nouveau-né, fortement influencé par le terme de naissance, a été étudié au regard notamment de la présence ou non de POP dans les selles. Si la composition du lait maternel influence l'établissement de certaines bactéries, le lien entre exposition au POP et la richesse du microbiote est observé 15 jours après la naissance. En résumé, ces travaux suggèrent donc un lien entre exposition au POP, composition du lait maternel et établissement du microbiote chez le nouveau-né. Le cabinet des curiosités. Au cabinet des curiosités. La curiosité du jour est en lien avec un événement qui a lieu en décembre, mais non, ce n'est pas Noël. C'est un événement qui a lieu tous les ans le 5 décembre depuis 2014, j'ai nommé la Journée mondiale du sol. Bref, je n'ai pas d'autre choix que de vous parler de sol. Mais en soi, ce n'est pas vraiment une corvée, plutôt une bonne excuse parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le sol. Parce que non, le sol, c'est pas vraiment juste un truc inerte sur lequel on marche et où il ne se passe rien sauf des duels de vers de terre de temps en temps. Non, le sol, c'est la vie. Il ne faut pas oublier qu'il est la source de 95% de notre nourriture et que plus de 2/3 de la biodiversité se trouve dans le sol. Et pourtant, plus d'un tiers des sols sont dégradés chaque année, soit 12 millions d'hectares de sols agricoles. Si, comme moi, vous ne voyez pas trop ce que ça fait un hectare et encore moins 12 millions d'hectares, c'est environ 1/5 de la surface de la France. Ça fait beaucoup quand même. Mais assez parlé de chiffres, c'est pas ça dont je voulais vous parler. Vous savez peut-être déjà, mais dans une cuillère de sol, on peut avoir jusqu'à 1 milliard de bactéries. C'est des bactéries du sol dont nous allons parler aujourd'hui donc. Enfin, de quelques-unes d'entre elles. Alors évidemment, quand on pense bactéries, on pense maladie. Et effectivement, dans le sol, on a des bactéries pas très sympas, comme Clostridium tetani, responsable du tétanos, Clostridium botulinum, qui produit la toxine botulique, je vais y arriver, à l'origine du botulisme, mais aussi du botox, ou encore Mycobacterium tuberculosis, à l'origine de la tuberculose. Bref, pas vraiment du beau monde, mais plutôt des bactéries qu'on préférait éviter et qui ne donnent pas trop envie d'aller gratouiller la terre ou sauter dans une flaque de boue. Mais heureusement, parmi le milliard de bactéries que contient notre cuillère de sol, toutes ne nous veulent pas du mal. Déjà, il ne faut pas oublier que plus de 80% des antibiotiques qu'on utilise aujourd'hui proviennent des bactéries vivant dans le sol. Mais outre cela, il se pourrait même que le bonheur soit effectivement dans le pré, ou plus précisément dans le sol du pré. En effet, une bactérie présente dans le sol, qui s'appelle Mycobacterium vaccae, la version angélique de sa cousine Mycobacterium tuberculosis, pourrait nous rendre heureux. Alors la clé de notre bonheur se trouve-t-elle dans le sol ? C'est ce que nous disent les résultats de certaines recherches. En effet, des expériences sur les souris ont montré que l'administration de Mycobacterium vaccae entraînait l'activation du système immunitaire, associée à une augmentation de la production de sérotonine, aussi appelée l'hormone du bonheur. Cette hormone est notamment impliquée dans la régulation de l'humeur, de l'anxiété ou encore l'apprentissage, la motivation, la prise de décision.
En gros, elles fonctionnent comme un antidépresseur naturel. Alors évidemment, nous ne sommes pas des souris, mais c'est toujours un bon modèle en biologie. Et des études menées sur les humains tentent à montrer que cette bactérie a aussi un effet sur nous. Par exemple, elle a été injectée à des patients atteints de cancer du poumon. Alors certes, ça ne les a pas soignés, mais cela leur a apporté une sensation de bien-être et une augmentation de la vitalité. Or, on le sait, la santé mentale joue un rôle non négligeable dans la rémission. Pour les phobiques des piqûres, rassurez-vous, il n'est pas nécessaire de s'injecter du sol, ni même de manger des cuillères de sol pour ressentir les effets bénéfiques de cette bactérie. Dans une autre étude, des chercheurs ont regardé l'effet d'une activité simple, qu'on appellera le tripatouillage de sol, sur la physiologie et sur le système nerveux autonome, qui est celui qui régule tous les processus physiologiques qu'on ne contrôle pas, tels que le rythme cardiaque, la pression sanguine, la respiration, etc. D'un côté, certains cobayes ont tripatouillé pendant 5 minutes un sol stérile et d'autres un sol avec Mycobacterium vaccae. Immédiatement, les chercheurs ont vu que les participants tripatouillant le sol avec Mycobacterium vaccae avaient un rythme cardiaque plus lent et plus de sérotonine dans le sang. Comment ça fonctionne ? On ne sait pas exactement, mais des chercheurs qui travaillent dessus depuis un moment privilégient l'hypothèse de l'hygiène. La vie moderne et ses mesures sanitaires, la surutilisation d'antibiotiques et le changement de régime alimentaire ont réduit notre exposition aux bactéries anti-inflammatoires et modulatrices de l'immunité qui sont naturellement présentes dans l'environnement. En réintroduisant ces vieux amis, quelqu'un qui est porteur de maladies inflammatoires, ce qui inclut des désordres psychiatriques tels que la dépression, pourrait être apaisé. Alors ne soyez pas comme Michel Delpech, que ça gênait de marcher dans la boue, et n'ayez pas peur de vous salir. Sortez vous exposer au sol, sans aller jusqu'à vous rouler dans la boue, marchez, courez, sautez, faites la sieste dans un pré, une forêt, un parc, ou allez tripatouiller la terre de votre jardin si vous avez la chance d'en avoir un. Vous reprendrez bien un peu de science ? Merci Marie-Cécile, et donc tripatouillons du sol. Alors, tous aller dans notre jardin. Ouais. Et donc, on passe aux actualités de la Fondation. Alors, ça va être assez court aujourd'hui. Le mois prochain, ne manquez surtout pas la conférence grand public qui aura lieu le mercredi 18 décembre. Nous allons mettre un peu de chaleur en ce début d'hiver en parlant de crème solaire, l'impact de certains de leurs ingrédients sur les écosystèmes marins, avec Maëva Giraudot et Emeline Well qui vont nous aider à les décrypter. Ce sera donc le 18 décembre à la médiathèque Latour Maubourg. Et pensez à vous inscrire sur le site de la Fondation. Et il nous reste donc à vous souhaiter un bon mois de décembre et de très belles fêtes de fin d'année, un petit peu en avance. On vous retrouve tout début janvier pour une nouvelle émission de la parenthèse scientifique. Et d'ici là, merci de votre écoute et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Oh, regardez! C'est pas la Fondation Evertea ? Ah, ça, c'est encore des squats du bocal. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science.